Bien, nous allons commencer cette séance rencontre dédicace au sein de la librairie des Volcans. L'objectif aujourd'hui pour nous trois est donc de vous présenter cet ouvrage sur lequel nous sommes intervenus et que nous avons piloté. Il nous semblait de fait important d'être présentes toutes les trois, car vous allez comprendre assez vite que nous avons sans doute des points de vue différents, mais aussi similaires sur la question que nous posons à travers cet ouvrage. Donc tout d'abord, avant d'engager la présentation, présenter les personnes qui sont présentes, en tout cas pour que vous puissiez mettre un nom sur nos visages. Donc à ma droite, Gwen Gaillet-Kerguiduf, qui est donc docteur en histoire de l'art, diplômée de l'UCA, et qui est actuellement ingénieure de recherche à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine. Et avant, elle a enseigné pendant 7 années à l'École d'architecture de Clermont-Ferrand. Ensuite, à ma gauche, et j'aurais dû normalement commencer par Marianne, donc Marianne Jacobi, qui est donc professeure en histoire de l'art contemporain à l'université Clermont-Auvergne et qui a établi un partenariat important avec l'École supérieure d'art de Clermont-Ferrand et l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand. Donc elle a en charge cette mission délicate d'établir ces liens avec 2 établissements d'enseignement supérieur qui développent la recherche universitaire, mais parfois avec des modalités d'approche et des objets de recherche qui sont distincts ou peut-être abordés de façon différente que par le champ de l'histoire de l'art. Et je vais finir par me présenter moi-même. Donc Mathilde Lavenue, qui suis donc architecte et enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand. Donc nous avons formé pour cette publication un trio. Et en fait, ce trio n'est pas le fruit du hasard, vous allez le comprendre. En fait, pour nous, c'est plus l'histoire, je dirais, d'une rencontre entre des enseignants-chercheurs issus de 2 univers différents. Donc vous l'aurez compris, l'univers de l'université, donc l'université Clermont-Auvergne, et puis de l'autre côté, les écoles nationales supérieures d'architecture. Donc 2 disciplines, l'histoire de l'art et l'architecture, qui cherchent en tout cas des points de conjonction. La deuxième chose importante aussi qui a motivé cette collaboration, c'est une rencontre donc de ces trois actrices autour de deux questionnements qui sont liés à la question des processus de création, à la fois dans le champ de l'art et aussi dans le champ de l'architecture. Cette question du processus est importante parce qu'elle renseigne la genèse de l'œuvre et elle apporte un autre regard sur l'œuvre en évitant de s'attacher uniquement à ce qui est le résultat, l'œuvre produite, mais en essayant de saisir par les investigations développées par les chercheurs tout ce qui peut préexister à l'œuvre. Donc c'est un travail de recherche conséquent à mener en amont de la production de l'œuvre. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'attache pas non plus à la phase postérieure de l'œuvre. Vous le verrez justement à travers cet ouvrage. Alors, ce qui nous a aussi réunis à partir de cette question des processus,
Évidemment, il y a la dimension théorique qui est derrière, mais aussi d'aborder la question patrimoniale des œuvres produites, notamment en investiguant les processus de patrimonialisation, c'est-à-dire la fabrique, en fin de compte, de ce qui va devenir un élément patrimonial, ou en tout cas reconnu en tant que tel par une communauté. Donc toutes ces thématiques ont fabriqué notre rencontre et nous ont amené à développer, en tout cas à mettre en partage une thématique, celle que nous allons vous présenter, c'est-à-dire la thématique de Le Corbusier et éventuellement de sa dimension patrimoniale. Nous avons évidemment, préalablement à la publication, organisé une journée d'études qui s'est tenue à Clermont-Ferrand et qui a réuni un certain nombre d'intervenants, et notamment des chercheurs, mais aussi des praticiens de l'architecture ou de la restauration du patrimoine, qui ont pu ainsi confronter leur point de vue sur la question que l'on posait, à savoir de considérer, est-ce qu'on pouvait aujourd'hui, au XXIe siècle, reconsidérer l'œuvre de Le Corbusier à travers un prisme différent, c'est-à-dire celui de la figure et de la question patrimoniale. Notre objectif n'était pas de refaire l'histoire des œuvres de Le Corbusier, puisque cette histoire est très documentée, très sourcée. La Fondation Le Corbusier gère toutes les archives de cet architecte, les met à disposition des chercheurs. Donc toutes ces sources-là sont très bien organisées, très bien gérées, et un nombre important de chercheurs travaillent et retravaillent sur ces données quotidiennement. Ce qui nous importait, plus précisément, c'était en fin de compte, en se fixant sur cette œuvre-là, emblématique du XXe siècle, c'était de mettre en relation un nom et des processus. Et de fait, le travail que l'on a conduit nous a permis d'aborder ces questions à partir de nos propres contributions et des contributions qui sont regroupées dans ce volume. Pourquoi avoir choisi Le Corbusier ? Eh bien parce que cet architecte est un architecte reconnu, il est justement considéré comme une figure, c'est-à-dire qu'il est représentatif d'une production liée au XXe siècle, et à ce titre-là, il nous semblait donc intéressant de se pencher sur cette œuvre mondialement connue, puisqu'il a réalisé un nombre important d'édifices dans le monde entier, et plus particulièrement en Europe, mais il a vraiment essaimé sur l'ensemble des continents. Et nous avions aussi bien conscience que certaines de ces œuvres emblématiques étaient situées à proximité de Clermont-Ferrand. À titre d'exemple, le fameux couvent des Dominicains à la Tourette, entre Clermont-Ferrand et Lyon, et le site de Firminy à Saint-Étienne, qui regroupe un ensemble d'habitations, une unité d'habitation, une église, un centre culturel et une piscine. Donc cette proximité aussi nous a interpellés et nous a motivés pour choisir ce fameux personnage et essayer de saisir son œuvre par ce prisme, comme je vous l'ai indiqué, de la figure et du patrimoine. Ces deux notions nous ont vraiment permis de relire l'œuvre produite par cet architecte. Et là aussi, évidemment, ces deux termes
de figure et de patrimoine sont intimement liés aux deux disciplines auxquelles nous nous référons, que ce soit le champ de l'art, de l'histoire de l'art, de l'architecture et de l'histoire de l'architecture. En tout cas, ce sont vraiment des disciplines qui s'attachent aussi dans les interrogations développées sur les processus, sur les enjeux liés à la transformation des œuvres, transformations qui peuvent aboutir à l'émergence d'approches patrimoniales. En tout cas, qui posent la question de la transmission et donc de l'héritage. En tout cas, concernant la figure, ce qui nous semblait aussi à propos pour examiner cette œuvre, c'était que la figure, elle recouvrait, selon nous, on va dire, trois grandes notions. La première, c'est qu'elle renvoyait à la dimension sensible. Elle permet de caractériser l'expression d'une forme de manière sensible, voire aussi peut-être schématique. Elle renvoyait aussi à la notion d'idéal, de forme idéale, de forme parfaite. Et puis, elle correspondait aussi à la notion d'expression d'une synthèse d'une pensée. Donc, pour ces trois raisons, nous avions retenu ce terme de figure, et c'est à partir de ces trois angles d'attaque que cette notion a été portée au sein de cet ouvrage. Et la deuxième entrée, celle du patrimoine, également, nous l'avons retenue parce qu'elle correspond à ce qui est de l'ordre de l'artefact, l'objet singulier qui est transmis à des descendants. Donc ce processus de transmission. Cette notion de patrimoine, elle correspond aussi à des objets qui peuvent être matériels ou immatériels, donc des édifices, mais aussi aller au-delà de l'œuvre édifiée, mais penser la dimension immatérielle de la transmission, en tout cas de certaines valeurs qui peuvent être attachées à des productions. Et puis, enfin, penser la question du processus collectif d'appropriation qui permet d'aboutir au phénomène de patrimonialisation. Pour vous rappeler, après ce petit rappel introductif, vous rappeler rapidement, dépeindre très très rapidement dans les grandes lignes vraiment qui était Le Corbusier, pour bien saisir la complexité de ce personnage et donc la complexité des processus qui sont abordés dans cet ouvrage. Rappelez évidemment que Le Corbusier était un membre des SIAM, c'est-à-dire qu'il a été capable de construire autour de lui un réseau à la fois politique et un réseau d'expertise et de confrères qui lui ont permis évidemment de décupler l'accès à la commande et de faire valoir ses idées. Qu'il a aussi eu une activité de publication très conséquente qui avait pour vocation à la fois de valoriser sa propre production, de l'inscrire dans une perspective théorique, mais surtout, je dirais, de diffuser par lui-même ses propres idées. Comme ça, il n'y avait pas de remise en cause. Il était le propre porteur de ces idées, notamment avec trois ouvrages clés. Le premier, celui de 1923, qui est vers une architecture. Celui de 1943, la charte d'Athènes, qui porte plus sur des questions, les enjeux d'urbanisme, d'aménagement du territoire. Et enfin, un travail très long qu'il avait engagé dès 1930 et qui a été poursuivi au-delà de son décès jusqu'en 1974, c'est-à-dire la production de l'œuvre complète, donc une sélection de ses œuvres les plus emblématiques. Et dans cet ouvrage-là, il a à chaque fois essayé d'expliquer son processus de création. En tout cas, il a su, par cette activité de publication, évidemment, fabriquer les conditions de la reconnaissance de son œuvre. Donc là aussi, il y avait à la fois, premièrement, l'intelligence de la construction des réseaux, cette stratégie du réseau. Le deuxième point, cette fabrique des conditions de la reconnaissance d'une œuvre. Et le troisième point, qui nous a aussi interpellés, c'est
c'est assez logique par rapport à ces deux stratégies qu'il a développées, c'est qu'il a engagé de son vivant des mesures de protection de son œuvre bâtie. C'est-à-dire qu'il a, dès que cela a été envisageable, notamment sur la Villa Savoie qu'il avait construite, qui avait été achevée en 1929, il a fait en sorte qu'elle puisse être protégée, classée au titre des monuments historiques, ce qui était une posture relativement singulière, puisqu'on ne classait pas au titre des monuments historiques une œuvre pour laquelle l'architecte était encore vivant. Et lui, de son vivant, il a voulu, donc, et en tout cas il a agi pour attirer l'attention des autorités sur l'intérêt de cet édifice et faire en sorte que celui-ci soit protégé au titre des monuments historiques. Il n'est pas parvenu à ses fins puisque l'édifice n'a pas été protégé de son vivant, mais uniquement 4 mois après son décès, mais il avait vraiment préparé le travail de patrimonialisation grâce aussi à ces réseaux d'influence et à toute cette activité de publication qui auto-valorisait ses propres réalisations. Je n'oublie pas non plus de recontextualiser cette publication qui s'inscrivait au moment où l'ouvrage est sorti et où nous avons engagé ce travail de rédaction, qui s'inscrivait dans une protection beaucoup plus large au titre du patrimoine mondial de l'œuvre de Le Corbusier. Ce travail-là avait été engagé par plusieurs acteurs et a abouti en 2016 à une protection au titre du patrimoine mondial d'une partie de l'œuvre de Le Corbusier, notamment de 17 sites qui ont été sélectionnés, validés par l'UNESCO et qui sont protégés à ce titre-là. Et sur ces 17 sites répartis dans le monde, eh bien, il y en a 10 qui sont implantés en France. Donc vous voyez qu'il y a une relation quand même à notre territoire national qui est assez importante entre l'œuvre de Le Corbusier et la reconnaissance patrimoniale. Donc dans cette perspective-là de protection au titre du patrimoine mondial, eh bien, notre ouvrage a délivré, je dirais, un autre regard sur ce processus et de fait, les différentes contributions qui sont réunies dans notre publication permettent d'aborder à chaque fois avec un angle disciplinaire distinct la question patrimoniale et en l'alliant avec une ou plusieurs œuvres de Le Corbusier. Alors, je ne vais pas pour l'instant détailler le contenu de ces contributions. Je vais plutôt passer la parole peut-être à Marianne qui pourra largement compléter. Ouais. Merci beaucoup. Je crois que l'essentiel a été dit sur à la fois le projet de cet ouvrage qui relevait vraiment d'une volonté de à la fois lier nos institutions, mais vraiment multiplier les regards, les points de vue. Je crois que ça, c'était quelque chose qui était extrêmement important et qui se voit dans les contributions, c'est-à-dire à la fois une approche d'histoire de l'architecture, une approche de la restauration, une approche patrimoniale, bien sûr, puisque c'est une des thématiques importantes, mais aussi une analyse de la question de l'image et surtout d'envisager l'architecture de manière dynamique, c'est-à-dire pas simplement comme des objets figés, comme des objets morts, mais vraiment les envisager en prenant aussi en compte évidemment celui qui les a réalisés, Le Corbusier, avec tout le rôle de son vivant sur effectivement la volonté de conserver cette architecture, mais aussi ces bâtiments dans leur vie, pratiquement, même jusqu'à pratiquement aujourd'hui, en tous les cas la date de la journée d'études qui nous a réunis et de la publication,
puisqu'il s'agissait aussi de s'intéresser à leurs usages, aux pratiques, que ce soit du point de vue religieux pour le couvent de la Tourette, avec un témoignage très, très émouvant, que ce soit aussi par des artistes, dans la manière dont des artistes contemporains peuvent réinvestir des lieux, par exemple la Villa Savoie, et la question aussi de l'architecture, de la photographie, pardon, pour cette architecture. Donc c'est quelque chose qui nous semblait particulièrement important, de ne pas s'arrêter simplement à des objets qui seraient sans vie, mais de voir l'impact qu'ils ont jusqu'à aujourd'hui. Et ces objets sont particuliers puisque c'est l'architecture, puisqu'il s'agit d'y vivre, puisqu'il s'agit d'y circuler. Dans le cas de Firminy, c'est extrêmement intéressant puisque c'est l'ensemble d'un site, y compris, alors une partie a été réalisée ensuite, après le décès de Le Corbusier, mais il s'agit d'un véritable ensemble, contrairement à Marseille, parce que les unités d'habitation, c'était quelque chose d'absolument étonnant dans ce contexte de l'après-guerre, où il s'agissait de reloger dans l'urgence des gens. Il y avait vraiment ce contexte très particulier, mais en même temps, c'était un point de vue un peu radical, comme souvent, du Corbusier. Plan voisin, il s'agissait quand même de raser toute une partie de Paris, et non pas du tout de faire avec ce qu'il existait, mais voilà, c'est quand même une vision un peu particulière. Et dans le cas des unités d'habitation, c'est-à-dire que c'est des grands espaces où il y a la nature autour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout un tissu urbain ou un lieu où il y a déjà des édifices, on rase tout et on construit, mais qui sont très différents. Et dans le cas de Firminy, c'est particulièrement intéressant parce que, contrairement à Marseille, où il n'y a que l'édifice, qui déjà est en soi, est un monde, est un urbanisme à part entière, dans le cas de Firminy, ce qui est particulièrement intéressant et analysé dans deux des contributions, c'est l'ensemble, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un édifice religieux, mais il y a aussi un stade, il y a aussi une piscine, il y a aussi, c'est vraiment une ville à l'échelle de Le Corbusier qui est réalisée, et c'est ça qui nous intéressait aussi, c'est-à-dire de voir vraiment les usages, les pratiques de ces bâtiments, parce que, comme le disait Mathilde Lavenu, c'est cette double angle qui nous a intéressés, celui de la figure et de la patrimonialisation, et de savoir où s'arrête aussi la figure. C'est effectivement, on peut l'interpréter de manière polysémique, ça peut être envisagé comme l'architecte, mais la figure, c'est aussi la figure, j'allais dire, le dessin eulienne, et puis le dessin et ensuite le projet, et éventuellement l'édification. Mais la figure, c'est ce qui surgit aussi au début, c'est tout ce qui est de l'ordre effectivement de la jeunesse, tout ce qui est de l'ordre du projet avant l'édification architecturale. Et ça, c'est effectivement un parti pris méthodologique et même théorique, qui consiste, je parlais de l'après, des usages du bâtiment, mais il y a aussi tout l'avant, tout ce qui relève de la conception, de l'invention, du projet, et qui nous semblait quelque chose aussi de particulièrement important à prendre en compte. Donc voilà, c'était l'avant, pendant et après, qu'on a voulu aussi interroger à travers cette notion de patrimonialisation. Et puis c'est vrai que, quoi dire après Le Corbusier, il y a tellement de publications, de thèses, de travaux, et pas simplement à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, c'est impressionnant. Aller à la Fondation Le Corbusier à Paris, déjà parce que le lieu est absolument formidable, il y a deux des villas construites par Le Corbusier, mais surtout c'est un lieu de rencontre internationale où se retrouvent beaucoup des chercheurs, où tout est archivé, ou presque tout, sur Le Corbusier, et ça donne un petit peu la mesure. Corbusier, c'est un monde. Donc effectivement, la question qui se posait, c'est qu'est-ce qu'on peut encore dire, Et je crois que pour nous, il y avait aussi cet enjeu, qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue de disciplines à la fois très proches, mais différentes, l'histoire de l'art et les écoles d'architecture. Alors
alors là, ça nous emmènerait assez loin sur l'enseignement. Et il y a des travaux, tout un chantier en cours sur l'enseignement de l'architecture. Est-ce que ça relève traditionnellement des écoles d'architecture, mais certaines universités, et je pense à Gérard Monnier, à Paris 1 par exemple, avaient des postures, très, très militantes sur le fait que ça pouvait aussi être enseigné dans le cadre des architectures, et on peut travailler ensemble. Et pour nous, l'enjeu, il était là aussi, de montrer qu'au-delà de ces querelles institutionnelles, on peut apporter des éclairages différents. Donc ça, c'est quelque chose aussi vraiment qui nous semblait très très important. Peut-être on peut aussi rebondir et Gwen... Merci. Oui, ceci dit. Ah, pardon. Oui, effectivement, cette notion d'enseignement, je pense qu'elle est très importante, dans la mesure où lorsqu'on a monté cette journée d'études, si on resitue ça un petit peu dans le contexte, la question de la recherche, que ce soit en master ou en doctorat, elle était très bien installée à l'UCA, à l'université. Par contre, elle était encore à l'état d'ébauche et elle commençait à se monter en école d'architecture de façon nationale, pas uniquement à Clermont-Ferrand. Et pour nous, c'était un enjeu très important que de montrer aux étudiants comment est-ce que pouvait se constituer la recherche en architecture, qu'est-ce qu'on pouvait en faire et d'où est-ce qu'on commence finalement. Et on commence, pourquoi pas, par une journée d'études. Et cette journée d'études, c'est écouter, c'est prendre des contacts avec des professionnels, c'est écouter leur façon de faire, leur manière de penser et confronter tous ces regards. Et je pense que ça a été une première réussite, mais comment convoquer ça pour donner envie aux étudiants, en tout cas de venir et d'y assister, il nous fallait une figure connue qui intéresse les étudiants aussi. Et ça a été aussi le point de départ de ce choix. Voilà. Donc intéresser les étudiants pour leur comprendre qu'il y avait autre chose après et ce qu'était la recherche. Et puis la figure de Le Corbusier, c'était intéressant parce que c'est la figure de l'oxymore par excellence, finalement. Pour les étudiants, Le Corbusier, c'est celui qui a tout rasé, c'est la tabula rasa. Et on oublie toute l'histoire. Et puis c'est très bien, finalement, d'oublier l'histoire. Après tout, on va construire des angles droits, on va faire des murs lisses, et puis c'est très bien pour nos projets. Seulement, lorsqu'on gratte, on se rend compte que Le Corbusier connaissait très bien l'histoire de l'art, d'ailleurs, ça se voit dans un article, je crois que c'est Julie Noireau qui nous parle de ses photographies. Véronique Boone nous parle de ses poèmes électroniques. Et si je ne me trompe pas, c'est Stéphanie Jamet aussi qui nous parle encore d'un autre film qui a été tourné. Donc la connaissance des arts, clairement il l'avait. Et il maîtrisait très bien l'histoire de l'art et toutes les techniques. Il était peintre lui aussi. Donc la figure même de l'oxymore qui veut faire du neuf mais construire le patrimoine futur. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut redéfinir nos termes aussi. Voilà, donc c'était tous les questionnements qu'on voulait apporter. Donc non, ce livre n'est pas une description architecturale, je crois qu'il faut, ni une analyse d'ailleurs. Au contraire, c'est plutôt apprendre à connaître un environnement et un contexte. C'est apporter des regards pluriels de chercheurs, mais aussi de praticiens, d'architectes en chef des monuments historiques, de restaurateurs. Comment restaurer un béton qui souvent se dégrade très vite, puisque ça a été très vite mis en œuvre. Je crois que c'est pas toujours très simple de restaurer l'œuvre de Le Corbusier. Il y a un regard patrimonial, mais il y a aussi après une technique et une mise en œuvre qui n'est pas toujours très simple. Et puis, comme le disait Marianne, mais aussi Mathilde, il y a aussi des personnes qui pratiquent ces espaces. Et des fois, c'est pas facile de restaurer quand les usagers ou quand les affectataires ne sont pas d'accord. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu, la perception par les usagers. Et je pense que la postface d'Alain Char, qui était enseignant, qui était professeur à l'école d'architecture de Clermont, il a une phrase qui est très juste sur Le Corbusier, alors je vais me permettre de le citer, parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé aussi. Donc un petit clin d'œil à Monsieur Char. Faire œuvre patrimoniale, c'est incarner le monde et inventer son avenir. Telle est la mission que se donne Le Corbusier. Il va construire le patrimoine du futur. Voilà, je vais peut-être terminer là-dessus. Je pense que ça montre bien tout l'enjeu de ce livre.
Parce que c'est ça qui est fascinant avec Le Corbusier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il n'y a pas beaucoup d'artistes ou d'architectes, d'artistes qui ont constitué des fondations et qui ont anticipé d'une certaine manière le devenir de leur œuvre. C'est ça qui est assez fascinant, c'est que effectivement c'est un créateur absolument protéiforme qui a touché à la peinture, aux arts décoratifs, qui a été très proche de Charlotte Perriand, et de beaucoup d'autres architectes. Il y a évidemment tous les grands congrès. C'est quelqu'un qui lui-même dessinait beaucoup, c'est quelqu'un qui a voyagé, c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé, qui a côtoyé des gens de pouvoir, y compris à des périodes compliquées. Je pense par exemple 41-42. Bon voilà, Le Corbusier c'est compliqué, c'est quelqu'un qui au-delà, si vous voulez, de l'œuvre architecturale, est aussi quelqu'un qui est inscrit dans son siècle, qui a traversé son siècle, et ça c'est aussi quelque chose qui est assez fascinant, à la fois en créant aussi des objets comme la Villa Savoie, qui sont une espèce de joyaux architecturaux, d'autres édifices, en touchant aussi à des choses très très différentes, au logement social. Là, il y a aussi des contributions, du point de vue aussi de la sociologie, c'est extrêmement intéressant. Et donc, cette question du patrimoine, comment on transmet une œuvre architecturale. Et il y a certains articles aussi qui soulèvent un point qui est extrêmement intéressant, c'est de savoir si on peut classer simplement une œuvre ou si on peut classer un ensemble. Et ça, c'est aussi une question qui semble... qui est une vraie question, parce qu'il a été recalé, pas lui, mais ceux qui défendaient évidemment son travail un certain nombre de fois, avant d'obtenir que son œuvre soit classée. Donc ça, je pense que c'est aussi intéressant sur la manière dont il a été pensé, la production de Le Corbusier, non pas uniquement sous l'angle du chef-d'œuvre, mais comme un ensemble de manière plus large. Et ça, je crois que c'est aussi un point important, parce que Le Corbusier, il se voulait aussi urbaniste. Il n'est pas simplement à l'échelle du bâtiment, mais il est dans une échelle beaucoup plus large. Et tout à l'heure, on parlait du plan voisin, mais il s'est aussi bien évidemment intéressé à ce qui se faisait et ce qu'il y avait autour de lui. Et c'est quelqu'un qui a eu des liens étroits aussi, évidemment, avec certains maires ou ministres de la culture. Je pense évidemment à Malraux, pour arriver aussi à réaliser certains de ces projets. Alors, je ne sais pas, pardon, peut-être. Non, mais je rebondis, c'est vrai qu'on peut parler d'ensemble, mais au-delà uniquement des œuvres construites, parce que, et c'est le choix qu'on a fait d'ailleurs, qui a été fait collégialement sur la première de couverture, Le Corbusier, on le reconnaît avec ses lunettes. Aujourd'hui, vous allez dans une école d'archi, toutes les premières années, ils ont des grosses lunettes noires. Pourquoi ? Mais c'est vrai qu'au début, ça me faisait rire, mais parce qu'il y a une identité réelle derrière. Il y a cette volonté de construire novateur. Bon, dans le mouvement moderne, le mouvement moderne, ça fait 100 ans, quoi. Donc ça veut dire qu'il a vraiment marqué un esprit, mais il a vraiment créé une image qui va tout autour. Il est sur le billet de 10 francs suisses. Donc il y a vraiment plus qu'un œuvre bâtie. Il y a un ensemble, comme le disait Mariam Jacobi. Peut-être une question un peu bizarre, mais qui me suggérée par une réflexion spécifique parmi vous a fait, en parlant des gens qui vivaient dans les œuvres de Corbusier. Et il me semble que ça pose une question par rapport au patrimoine, de la restauration, c'est au fond à qui appartient une œuvre et comment elle vit, sachant qu'il peut y avoir des points de vue parfaitement contradictoires. Ça rejoint la question de la restauration de Notre-Dame-du-Port, par exemple. Tout à fait. Vous avez un propriétaire et l'affectataire. Et il faut bien évidemment prendre en compte la vie de l'affectataire. Donc, sur le cas de... Alors, la charte de Venise stipule, alors ce n'est pas une loi, c'est un code de bonne conduite, si vous voulez,
stipule qu'on doit restaurer selon le plus ancien état connu. Bon, avec Le Corbusier, les questions ne se posent pas trop là-dessus, hein. Mais c'est vrai que si ça ne convient pas, ça engendre, ça crée discussion. Je vais rester peut-être juste là-dessus, parce que tu t'en sors un peu. Je vais peut-être compléter. Dans l'ouvrage, il y a deux interventions. Une du géographe Vincent Weschambre, qui s'attache à l'examen des processus de patrimonialisation et qui justement, à travers l'exemple de Firmini, développe cette question de la patrimonialisation du logement social. C'est-à-dire qu'il montre comment les habitants s'approprient eux-mêmes la valeur qui est conférée à la réalisation de Le Corbusier, et de fait comment ils agissent autrement sur leur propre logement, même sur parfois leur propre façon d'habiter. Voilà. Donc on se rend compte, on prend la pleine mesure de tout ce travail préparatoire qui a été réalisé en amont par Le Corbusier pour préparer cette patrimonialisation, et qui maintenant devient presque quelque chose qui est un automatisme pour certains occupants de certains édifices de Le Corbusier. La même chose, une autre contribution qui est portée par une anthropologue, Clarisse Laura, explique comment, en visitant de manière incognito le site de Firmini, en faisant parler les habitants, elle se rend compte qu'eux-mêmes sont déjà conquis, en tout cas sont convaincus qu'ils vivent dans un environnement patrimonial. On les a déjà, leur esprit est déjà occupé par la dimension patrimoniale. Et de fait, le regard critique sur l'usage qu'ils font de ces lieux est biaisé par cette question patrimoniale, et elle parle même de culte patrimonial. Voyez, donc il y a des cas de figure qui sont différents. On peut avoir des conflits entre l'objectif de restaurer l'œuvre comme elle existait au moment de son édification et les occupants. Et parfois on peut même avoir les processus inverses, c'est-à-dire des occupants qui vont considérer que l'état actuel est l'état patrimonial et qui vont tout faire pour le conserver dans cette configuration-là. Donc le phénomène est... En tout cas, la question est complexe, et elle prend des développements très différents en fonction des cas de figure. Oui, et par exemple, dans le cas du couvent de la Tourette, il y a un témoignage, de vivre au couvent de la Tourette, d'un frère dominicain de la communauté qui justement relate son expérience. Et si vous y allez maintenant, c'est très étonnant de voir aussi comment ces lieux où on peut aller, le couvent s'est ouvert, accueille, alors évidemment ils font attention aux activités, il faut que ce soit en lien avec Le Corbusier, soit des activités qui leur semblent intéressantes, mais donc il y a certaines parties du bâtiment qui sont plus habitées, ou qui vont être habitées que par certains des frères, d'autres qui vont être réservées pour des séminaires, pour des colloques, et ça évolue. Dans les années 90, la situation n'était pas du tout la même que maintenant, et ça je pense que c'est aussi très intéressant de voir comment, par exemple là, avec ce témoignage, il y a aussi tout ce vécu qui est raconté, et comment certaines parties, ça peut avoir un impact direct sur certaines parties du bâtiment. Et là, par exemple, il y a 3 semaines, il se posait la question de savoir si, par exemple, l'église pourrait être chauffée, s'il fallait la fermer, pas la fermer. Enfin, là, c'est des questions très concrètes qui se posent, et qui se posent notamment pour des bâtiments, parce que c'est monumental, c'est impressionnant. Donc là, je crois qu'on voit bien aussi que les pratiques peuvent changer jusqu'à une certaine mesure le bâtiment. Et puis heureusement, là, ça devait être peint tout en blanc, pour l'église. Et puis heureusement que ça n'a pas été fait, parce que le béton, on parlait de la restauration du béton tout à l'heure,
Il y a des endroits où ça c'est pour la tourette plutôt bien conservé. Hein. Il y a peu de problèmes de béton, mais il y a quand même quelques endroits où ça a un peu bougé. Alors vous imaginez, si ça avait été peint en blanc, il aurait fallu absolument tout repeindre, ce qui est pas possible. Enfin, c'est des budgets colossaux hein, que n'ont pas les frères aussi. Donc voilà, la question qui se pose, c'est comment, en fonction de l'occupation du bâtiment à un moment donné, on peut aussi faire pour le préserver, le conserver. Et voilà, ces changements dépendent de chacun, évidemment, des édifices et de chaque période, de la période de laquelle on parle. En tout cas, il faut bien se rendre compte que toute la préparation avant son décès, tout ce travail de valorisation de son œuvre, ce réseau qu'il constitue, ses interventions auprès de Malraux pour arriver à faire protéger de son vivant la Villa Savoie, ce sont des actions très très fortes qui préparent à la patrimonialisation. Je dirais que c'est presque une situation qu'on subit aujourd'hui, parce qu'on a des architectes du XXe siècle qui ont produit des œuvres parfois aussi riches ou aussi intéressantes que celles de Le Corbusier, peut-être pas en nombre, mais en tout cas par certaines réalisations qui ne font pas l'objet forcément de ce processus, de cette patrimonialisation, qui restent des œuvres qui ne sont pas protégées au titre des monuments historiques. Donc ça nous semblait vraiment important de mettre en avant le rôle même du concepteur dans la fabrication, en tout cas dans l'émergence de cette question patrimoniale. Et je pense que ça a vraiment ça a joué un rôle important dans cette reconnaissance patrimoniale, y compris en 2016 au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque c'est un groupe d'experts qui a porté à bras-le-corps ce projet de protection et qui aboutit à une protection de l'œuvre de Le Corbusier. Voilà, c'est pas un édifice, deux édifices, c'est une œuvre représentative de toute sa production. Donc, comme le disait à un autre moment Marianne, il ne s'est pas agi pour le patrimoine mondial de sélectionner des objets, des édifices et les protéger, mais bien de construire un ensemble qui pourrait faire l'objet d'une protection. Donc c'est à la fois reconnaître la totalité de l'œuvre, même si au titre du patrimoine on ne peut pas la protéger en totalité, et choisir des édifices qui sont les plus représentatifs de son œuvre. Mais là aussi, c'est une disposition peu courante. On a une disposition un petit peu similaire, mais qui relève d'une autre époque, c'est la protection au titre du patrimoine mondial des fortifications de Vauban. Mais il s'agit d'un dispositif de protection territoriale attaché à la défense de certaines valeurs au moment où ces ouvrages sont édifiés, attaché aussi à la production d'un savoir-faire lié à la défense et un savoir constructif lié à la protection des territoires. Donc la dimension est d'un autre ordre. Là, il s'agit bien d'attacher le nom de Le Corbusier à un œuvre. Donc c'est assez exceptionnel. Enfin, ce processus est assez rare dans les choix qui sont opérés par les experts de l'UNESCO, et ça montre bien ce lien entre la figure et le patrimoine. En prenant l'exemple du couvent, par exemple, mais bon, c'est une toute petite histoire. Moi, en tant que psychologue, j'ai participé au plan d'un établissement pour des adolescents. On s'est penché dessus, on a réfléchi à tout ce qu'on savait, et on a travaillé avec l'architecte. Et ce qu'on a construit, au fond, ça n'a pas été une grande réussite, parce qu'on s'est aperçu que la manière qu'on avait pensé l'habitation, nous, ne correspondait pas du tout à ce que les gens allaient en faire dans les contraintes de l'architecture. Et que donc, il y a eu à faire des modifications, parce que la manière dont les gens vivaient ne correspondait pas à ce qui avait été construit. Ils en ont fait autre chose. Et c'est pour ça que je pensais en termes de patrimoine et à qui appartient une œuvre,
comment on peut habiter quelque chose qui est à la fois contraignant, en termes d'organisation d'espace, et aussi s'en démarquer un peu parce qu'on a peut-être une autre manière de circuler, de voir, Un exemple très concret, on avait fait un lieu de rencontre au fond d'un long couloir parce que tout le monde passait par là. La seule chose qu'on n'avait pas remarqué, c'est que les jeunes filles, elles se précipitaient vers l'endroit où arrivait le courrier, vers l'endroit où au fond la vie à l'extérieur était possible, et ce qu'on avait pensé, ça ne les intéressait pas du tout. Là, vous abordez une question, je dirais, générale qui renvoie au quotidien de l'architecte lorsqu'il conçoit ses édifices. C'est-à-dire qu'il doit répondre à une commande à partir d'un programme qui est préétabli et lui essaye de mettre en espace toutes ces contraintes de programme, mais aussi des contraintes financières, des données techniques, pour aboutir à l'élaboration d'une forme qui va répondre au plus près de toutes ces attentes multiples et variées. Ce qui est un exercice très complexe et on comprend très bien qu'au final, il est difficile de répondre à toutes ces exigences. Donc chaque architecte opère des choix. Le Corbusier sélectionnait et en revanche, il était en mesure de construire un discours qui expliquait son œuvre et qui mettait en avant, je dirais, les points qui lui semblaient fondamentaux et en écartant de fait les points qui pouvaient faire l'objet de discorde. Les occupants au départ des cités radieuses, des unités d'habitation, n'ont pas tous été très favorables à l'organisation des logements qui leur étaient imposés. Ils ont relevé certains défauts et aussi certaines qualités. Et aujourd'hui, par contre, ces logements-là font partie d'un édifice qui est protégé au titre des monuments historiques et on observe, on assiste à des transformations, je dirais, en termes d'occupants. C'est-à-dire que ce ne sont plus des logements sociaux, ça devient des logements pour artistes ou des logements pour personnes qui sont éclairées sur les questions de l'art en général, donc qui ont une sensibilité à ce type de production spatiale. Donc il y a un renversement de l'objectif premier, mais qui est concomitant de ce phénomène de patrimonialisation. Voilà. Mais néanmoins, les premiers occupants de ces logements sociaux étaient relativement satisfaits. Le principe de rue intérieure fonctionnait avec une cohésion sociale qui était développée à certains niveaux grâce aux équipements positionnés au milieu, dans la rue intérieure, l'hôtel, les commerces et en partie haute de l'édifice. Et c'est avec le temps que les choses ont évolué autrement, puisque ces occupants sont partis, ce qu'on appelle le parcours de l'habitant, et sont allés ensuite construire leur propre maison, et ensuite ont été remplacés par d'autres occupants issus d'autres couches sociales. Et en parallèle, eh bien, on a ce phénomène de patrimonialisation qui monte en puissance. Mais aujourd'hui, vous avez aussi... Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans une des contributions, notamment celle de Julie Noireau, qui met en avant le rôle de la photographie dans le processus de patrimonialisation, ce qui est aussi intéressant et sous-tendu dans cette intervention, c'est les difficultés à habiter cette réalisation dont elle parle, c'est-à-dire la Villa Savoie. Dès le départ, il y a de vraies difficultés, à la fois constructives, mais aussi spatiales, qui rendent le lieu très difficile à habiter. Et pourtant, comme l'a dit à juste titre Marianne Jacobi tout à l'heure, la Villa Savoie est une référence en architecture, elle est une figure, un idéal, elle est présentée en tant que telle. Il y a quand même un problème d'appropriation souvent dans les logements de Corbusier, parce que ne serait-ce que parce que les meubles et tout ça tout est pensé, il n'y a pas de souplesse qui est donnée à la personne qui va rentrer là-dedans, et probablement les gens qui
ont habité, mon père me disait ça, et quand les gens qui sont venus habiter dans la cité radieuse les premiers, ils n'ont pas pu mettre leurs meubles. Oui, alors là, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que Le Corbusier, c'est le bâtiment, mais c'est aussi tout ce qui relève de l'architecture intérieure. Le Corbusier, il construit avec en tête, enfin il le formulera comme ça un peu plus tard, mais le modulor c'est 1m83. Si vous ne faites pas 1m83, ça devient compliqué. Non mais bon, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, tout est pensé, tout est conçu, hein, et effectivement, c'est à la fois, ça peut être extrêmement compliqué d'habiter effectivement ces édifices parce que il faut s'adapter. Effectivement, là vous touchez un point. Alors après, c'est vrai de la cuisine, enfin des cuisines pour les unités d'habitation, hein, c'est très vrai pour les cuisines, c'est un peu moins vrai pour les chambres et le salon où il y a un peu plus, bon, salle de bain on peut rien toucher, mais effectivement, par exemple les cuisines, c'est impressionnant, tout était pensé pratiquement jusqu'à, pas l'assiette, mais presque, enfin vraiment on est... et il y a des choses qui sont... en même temps assez extraordinaires dans leur manière d'être pensées. Et je repensais par exemple au couvent de la Tourette, cette immense, comment on appelle ça, la fenêtre tout en longueur bandeau, fenêtre là, avec la vue dans le réfectoire, avec toute la vue dans la nature, puis on est au milieu de nulle part, hein, enfin, vraiment c'est magnifique, enfin, c'est vert tout autour, c'est très très impressionnant, mais voilà, tout est pensé et c'est vrai que c'est difficile. Et alors, pour aussi rebondir sur ce que vous disiez, concernant les unités d'habitation, c'est très différent, même dès le départ, et puis dans l'évolution. Celle à Nantes est très différente de Marseille. Marseille, c'est vraiment classe aisée maintenant qui habite à Marseille, pas mal d'architectes, enfin c'est assez étonnant. Ce qui n'est pas du tout le cas de Firminy. Enfin, il y a des évolutions aussi assez différentes en fonction des lieux. Hein. Et puis, effectivement, des périodes. Après, ce qui est intéressant aussi, juste pour compléter cette intervention, c'est vrai que les classes qui arrivent au départ dans ces lieux ne peuvent pas venir avec leurs meubles. Donc, Le Corbusier impose une spatialité et impose des pratiques. Mais au fil aussi des années, on se rend compte que les occupants sont aussi capables d'apporter des transformations, en tout cas de s'approprier ces lieux et de les transformer. Et la contribution sur le site de Firminy Vert, notamment l'unité d'habitation, démontre bien la capacité des occupants à transformer, mais aussi, et pour certains, et bien la prise en compte de la dimension patrimoniale de l'édifice et donc une certaine difficulté à envisager de tout s'approprier parce qu'on est dans un édifice et que peut-être il faut qu'on fasse attention à certaines choses. Donc on sent bien que la question patrimoniale est en train d'opérer certaines bascules aussi sur certaines des unités qui étaient restées occupées encore par plutôt des couches populaires comme à Firminy par exemple. Alors moi c'est une question un petit peu iconoclaste. Ne pensez-vous pas que sa réputation est surfaite? Un autre votant, si je peux dire. N'est-elle pas due à la prolifération de ses œuvres? Et peut-on parler d'esthétique dans l'œuvre de Le Corbusier? Alors, d'esthétique, oui. Je crois que vraiment... Au sens platonicien. Ah, mais je suis anti-platonicienne, alors ça va être compliqué. Alors, moi, je suis présocratique. Alors déjà, la première question, sa réputation. Sa réputation... Il est l'architecte le plus emblématique pour vous du XXe français. Il a construit. Oui. Enfin, oui, effectivement, parce que il a construit, des édifices très différents qui ont eu une véritable importance au moment où ils ont été élaborés, qui ont de l'importance encore maintenant. Il ne suffit pas pour rentrer dans l'histoire de l'architecture, il faut que le bâtiment soit important au moment où il est pensé
ou construit. Hein. Il y a aussi des architectes qui n'ont pas construit toutes leurs œuvres et qui sont évidemment très importants. Mais donc il y a aussi la manière, ce que le temps fait, à l'édifice, mais aussi à la figure. C'est ça qui nous semblait très important. Et Le Corbusier, c'est vraiment les deux. Et effectivement, l'idée, ce que disait Gwen Gaillet est très juste aussi, sur les lunettes, le nœud papillon, enfin le corps. Hein, Le Corbusier, c'est un corps aussi, c'est un esprit, mais c'est aussi un corps. Il se met en scène au sens de Goffman, hein, la présentation de soi, enfin, c'est quelque chose de très important, la manière dont il se fait photographier, enfin, ça c'est très bien montré aussi dans une des contributions. Hein, l'image qu'il donne de lui, elle est tout à fait contrôlée, elle est voulue, elle est souhaitée. Et donc c'est l'image de lui pour aussi à la fois comme piédestal de ces bâtiments, mais pas seulement, c'est-à-dire c'est un espèce de tandem qui fonctionne. Et là-dessus, effectivement, il est quand même assez unique, me semble. C'est un acteur, on peut le dire, c'est véritablement un acteur. Moi, j'ai étudié de près Charles Perriand, je sais ce qu'elle en dit aussi, non, mais vous voyez ce que je veux dire, il a ce talent-là. Je serais presque tenté de dire qu'il est plus élégant que ses hommes ne le sont. Et encore une fois, est-ce que c'est pas le côté proliférant qui fait la réputation du Corbusier? Non, pas proliférant, il n'a pas tellement construit. Ah non, il a. Chandigard, c'est extraordinaire. Oui, bien sûr, mais c'est Chandigard. C'est Chandigard, c'est l'ultime, Le Corbusier. Qui peut-on mettre en face en matière de construction avec autant de prolifération dans le XXe, franchement? Tous ceux qui ont construit après-guerre. Oui, mais quels sont les noms? Et on retient Le Corbusier, ce qu'a dit cette dame au milieu, dit le problème c'est qu'il y a eu des architectes très talentueux qui n'ont pas bénéficié. Il faut tous dire, c'est ces relations privilégiées avec De Gaulle et Malraux essentiellement. Toute cette construction d'après-guerre. Oui, ça l'a beaucoup aidé. En 41-42, disons aussi les choses. Voilà, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas eu que De Gaulle. Voilà. C'est ce que j'évoquais à un moment, c'est-à-dire que c'est une personnalité qui a été capable de construire un réseau. Ce réseau a traversé toutes les époques. Il s'est adapté à chacun de ses interlocuteurs, quel que soit le propos tenu par ceux-ci. Donc, est-ce que c'est de l'habilité? Est-ce que moi j'ai plutôt parlé de stratégie? Ça me semble plus à propos. Et en tout cas, ça lui a permis d'édifier, d'avoir des commandes et de pouvoir réaliser des édifices qui ne sont pas si nombreux que ça non plus, mais qui très souvent sont assez exemplaires. Donc de fait, qui vont marquer à un moment donné la production architecturale et avec le recul s'inscrire dans des temporalités très longues et aboutir au processus de patrimonialisation notamment. Mais une fois de plus, toutes les œuvres, peut-être qu'il faut qu'on le précise, toutes les œuvres de Le Corbusier ne sont pas protégées au titre des monuments historiques. En France, on en a certaines, mais à l'étranger, elles ne sont pas forcément toutes protégées. Et comme je l'évoquais aussi, au même moment, à certaines périodes, il y a d'autres architectes qui produisent, mais qui ne sont pas engagés dans les mêmes processus, en tout cas dans les mêmes stratégies de construction de réseau que Le Corbusier, et qui n'envisageaient pas de leur vivant de voir protéger leur œuvre. Donc, en effet, le niveau de reconnaissance n'est pas le même. Mais c'est là tout l'intérêt des travaux des chercheurs, d'essayer de rétablir les équilibres lorsqu'on constate des déséquilibres. Et tout notre travail a été vraiment justement un travail mesuré sur cette question de la figure et de la patrimonialisation, c'est-à-dire bien peser le pour et le contre, et surtout comprendre tous les processus qui étaient, en tout cas faire émerger tous les processus qui étaient sous-jacents, ce qu'ont bien mis en avant les différents contributeurs. Donc en tout cas, c'est une construction qui est dynamique, elle est impulsée par le propre producteur, Le Corbusier, mais elle fait aussi, ce processus de patrimonialisation fait aussi l'objet de réinterrogation. C'est-à-dire quand quand l'UNESCO ne protège pas du premier coup le dossier déposé sur l'œuvre de Le Corbusier, c'est bien que ça pose problème. C'est que le fondement n'est pas établi. Donc la copie est revue à plusieurs reprises, c'est bien expliqué.
et pour aboutir enfin à la bonne copie qui va être validée en 2016. Voilà, à titre d'exemple. Donc les choses ne sont pas en fait si simples que ça. Il y a une reconnaissance, une patrimonialisation, mais qui au final est mesurée aussi. Enfin, j'avais pas dit quelque chose, c'était ça, bien. Et sur l'esthétique. Alors, l'esthétique. juste avant de venir à l'esthétique, du coup, vous posiez la question de la réputation. Alors effectivement, lorsqu'on a choisi ce sujet pour les étudiants, donc c'est Mathilde qui l'a soumis, et donc une architecte. Et moi, en tant qu'historienne de l'art, alors moderniste, donc moderniste au sens historien, c'est-à-dire 17e, 18e siècle, je me dis, mais encore du 20e. Mais qu'est-ce qu'on va encore dire sur Le Corbusier? Est-ce qu'on va pouvoir parler d'art décoratif, voilà. Et Mathilde me dit, expérimente. Et là, je me suis dit, elle n'a pas tort. Avant de dire, là, c'est surfait, va expérimenter. Alors, me voici partie. Alors, on était à Zurich aussi en voyage d'études, et puis finalement, la maison sur le lac. Et là, pourtant, je ne suis pas du tout à la taille du Modulor. Il va manquer au moins une bonne vingtaine de centimètres, voire plus. Et je ne sais pas expliquer pourquoi. Si l'envie n'était pas forcément là et il n'y avait pas un attrait particulier pour cette maison sur le lac, une fois dedans, on s'y sent bien, parce que c'est fait à la taille de l'homme. Bon, ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a une part sensible qui se réveille vraiment, alors au-delà de la vue, c'est-à-dire que tout fonctionne, parce qu'il y a un système modulaire à l'intérieur qui fonctionne bien. Donc, on est happé, et finalement, quand on se retourne, il y a tout qui est très fonctionnel. Et les couleurs, alors, ne sont pas forcément très voyantes, mais il y a quand même un jeu de couleurs, il y a un jeu de matériaux, il y a un jeu aussi de parois amovibles. Et tout ça fait qu'en fait, on s'y sent bien, et quand on sort, on dit tout ça c'est très fonctionnel, et en plus de ça, il y a une sensation qui fait que la moderniste que j'étais était convaincue du mouvement moderne. C'était pas gagné. Donc je me suis dit, finalement, oui, il y a une esthétique. Il y a une esthétique parce que c'est pensé comme un tout. Et ça, avant l'école du Bauhaus, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait. Je dirais bien sûr les 17e, 18e, on pensait tout du sol au plafond, mais c'était très chargé. Vous allez à Clermont, à l'hôtel de Grand-Seigne, ça fonctionne, mais c'est lourd en fait. Et là, c'était léger. Donc pour moi, la part esthétique, elle réside là-dedans. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais en tout cas, la question du jeu d'acteur, là, il n'y a même pas de question. Effectivement, c'était un très très bon acteur aussi, voilà, très bon politicien, mais qui a servi la cause de l'architecture pour le coup.